Merci Odile et merci au comité d'organisation de me laisser la possibilité de vous présenter les travaux qu'on réalise au laboratoire et qui sont vraiment des travaux en synthèse. Je vais essayer de vous mettre en avant les difficultés que l'on rencontre au quotidien et comment est-ce qu'on essaie de trouver des solutions pour arriver à nos fins. Alors, j'ai choisi un sujet un petit peu précis qui est l'étude redox d'alénylphosphonate. On entend peu parler de phosphonate, on entend peu parler d'alène. Donc, nous, on a associé les deux ensemble. Alors, pourquoi s'intéresser à ces substrats-là? Bien parce qu'en plus, nous, on rajoute un atome d'azote. Ça veut dire qu'on va former des aminos à terme, des aminophosphonates, et c'est des composés qui présentent un large spectre d'activité biologique. Certains sont des agents antitumoraux, des neuroactifs, des antibactériens, et puis il y a surtout une part de ces composés qui est utilisée dans l'agrochimie avec des herbicides, des fongicides et des insecticides. Alors, ça donne un domaine d'application relativement large, et dans ce contexte-là, nous, on décide de s'intéresser à une toute petite partie de ces aminophosphonates, ceux qui vont avoir un carbone central ici qui porte la fonction phosphonate et la fonction azotée. Et cet atome de carbone central, bah, nous, on va l'hybrider sp2. On voit que certains antibiotiques, c'est le cas de ce tripeptide par exemple, c'est un produit naturel et il a une double liaison carbone-carbone pour un aminoacide. C'est vraiment pas conventionnel. La question qu'on se pose, c'est finalement comment le former. Et l'une des stratégies qu'on peut envisager, c'est celle que nous, on a décidé d'explorer, c'est de réduire, alors réduire sélectivement des motifs haleines. Les motifs haleines, c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est cette double liaison carbone-carbone associée directement à une double liaison carbone-carbone. Et on veut réduire sélectivement cette double liaison pour obtenir un vinylphosphonate. Ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est obtenir un allylphosphonate, donc se tromper de double liaison lors de l'étape de réduction. Et puis, ce qu'on veut vraiment, vraiment pas faire, c'est obtenir l'alkylphosphonate. Donc, avant toute chose, on va regarder ce que nous propose la littérature comme méthode de réduction. Comme méthode de réduction, bien sûr, sélective. Il y a deux grandes méthodes qui sont utilisées, qui fonctionnent normalement pas trop mal, qui sont d'une part l'action du sodium dans l'ammoniac liquide, donc la réduction chimique que l'on connaît, et puis l'action du diimide, qui normalement fonctionne pas trop mal. Alors, il y a peut-être plus simple que ça à utiliser, et souvent on essaye de trouver des conditions qui sont un petit peu compliquées, là où l'hydrogène, avec un palladium empoisonné, peut donner de très bons résultats. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, on sait souvent que les lots commerciaux de catalyseurs au palladium empoisonné ne sont pas tous de qualité équivalente, donc on préfère empoisonner nous-mêmes le catalyseur avec de la quinoline. Et on fait une simple réduction hydrogène, palladium sur charbon. Et on s'aperçoit que nos substrats, eh bien, ils peuvent être réduits avec de très bonnes chimiosélectivité, c'est-à-dire qu'on arrive bien à réduire la double liaison qui nous intéresse, donc c'est la double liaison qui est juste là, et on forme des vinylphosphonates. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction de la nature des groupements que je représente ici, R1 et R2, bien en fonction de cette nature-là, on va pouvoir avoir une sélectivité qui est plus ou moins bonne. Alors, cette sélectivité, elle dépend de quoi? Elle dépend de la taille des groupements présents sur le motif haleine. On sait que le phosphonate, c'est relativement gros en comparaison de l'atome d'azote et de ses substituants. Et donc, les deux atomes d'hydrogène, lorsqu'ils vont s'additionner au motif haleine, ils vont s'additionner du côté opposé. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, ben, moi, si je veux préparer l'autre stéréochimie pour l'aminophosphonate, il faut que je fasse venir mon hydrogène de l'autre côté, du côté où c'est gros. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, tout simplement, il suffit de se dire, je vais grossir mon atome d'azote et ses substituants, et donc l'atome d'hydrogène va venir du côté opposé. Alors, comment est-ce qu'on grossit? Puisqu'on a vu que le phosphonate, c'était relativement gros, on va mettre une fonction phosphonate directement sur l'atome d'azote. Ça porte un nom. Cette fonction-là, ici, ça s'appelle un phosphoramidate. Et quand on fait ça, eh bien, on va pouvoir voir qu'on a une sélectivité qui n'est pas trop mauvaise et qui est vraiment issue de l'addition de l'hydrogène du côté du groupement phosphonate opposé au groupement volumineux. Et là, on se dit, c'est super, on a gagné, on va pouvoir diversifier, on va pouvoir préparer un très grand nombre de substrats avec d'un côté le stéréoisomère Z et de l'autre côté le stéréoisomère E. Et dès qu'on commence à faire les exemples un petit peu plus complexes où on met des groupements R1 et R2 qui sont, par exemple, des groupements méthyl, hein, donc c'est très petit un méthyle, eh bien, on s'aperçoit que, paf, on retombe de l'autre côté. C'est une nouvelle fois l'atome d'hydrogène les deux atomes d'hydrogène qui s'additionnent de l'autre côté de la fonction phosphonate. Ça veut dire qu'on n'a pas compris comment ça marchait, cette réaction-là, et ça veut dire qu'il faut qu'on revoie notre copie. Donc, on a re-regardé la littérature et on a comparé, enfin, on a plutôt regardé d'ailleurs les livres académiques, et on s'est aperçu que finalement, nos alènes, eh bien, ils se réduisaient de la même façon que les alcynes.
un alcyne, on apprend tout ça petit à l'école, que finalement, quand on fait une hydrogénation palladium sur charbon, on fait une synaddition, on obtient un alcène de stéréochimie Z. Et c'est vrai que ça marche dans notre cas avec nos alènes. Et puis, quand on fait une réduction chimique, eh bien, les électrons vont permettre, via un mécanisme radicalaire, de former l'alcène de stéréochimie E. Alors nous, ça ne marche pas du tout sur nos alènes parce que dès qu'on met du sodium dans l'ammoniac liquide, on a une solution noire et en règle générale, quand la solution devient noire, ce n'est pas très bon signe. Donc, ça ne veut pas dire que la réduction chimique est une mauvaise idée, ça veut dire que les conditions auxquelles on a accès ne sont pas les bonnes. Donc, comment faire pour faire une réduction douce avec des électrons? Il y a deux possibilités. Soit on va faire une réduction par photocatalyse redox, soit on va faire une réduction par électrochimie. Et c'est cette dernière approche que nous, on a choisie. Alors, quand on est chimiste organicien, comment est-ce qu'on fait l'électrochimie? Ça, c'est un peu compliqué. Vous avez la première possibilité qui consiste à utiliser cet appareil qui a été développé par ICA et par Baran. Alors, c'est la taille d'un agitateur magnétique. En fait, vous avez une cellule qui est ici, dans laquelle il y a deux électrodes. C'est une cellule non divisée. Et puis, vous allez mettre votre milieu réactionnel. Vous allez demander à l'appareil d'analyser le milieu réactionnel, de vous proposer des conditions opératoires, et puis vous allez pouvoir lancer votre électrolyse. L'énorme avantage, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est tout simplement de dire, je vais standardiser mes conditions, et puis moi, en France, je vais être capable de faire cette électrolyse, mais quelqu'un qui serait au Japon ou aux États-Unis pourrait faire exactement la même chose avec le même appareil. Alors nous, ce n'est pas ce qu'on a décidé d'utiliser, on a utilisé une deuxième approche qui nécessite d'utiliser un professionnel dans le milieu, pas dans le milieu réactionnel, mais un professionnel électrochimiste, qui nous a proposé ce montage dit à 3 électrodes, avec sur la droite l'électrode de référence, au milieu l'électrode au carbone vitreux qui est l'électrode de travail, et puis dans un compartiment séparé, sur la gauche, c'est l'électrode, la contre-électrode, une maille de platine, et on va pouvoir réaliser l'électrolyse. Alors, avant de faire l'électrolyse, la première chose à faire, c'est de réaliser le voltammogramme cyclique de nos composés. Et ça, c'est le voltammogramme cyclique en réduction. Et vous voyez que l'on a ici une belle courbe de réduction. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de l'électrolyse. On utilise un sel de fond, qui est le tétrafluoroborate de tétraéthylammonium. Bon, ça conduit les électrons, on a un mélange acétonitrile DMF et on va introduire dans le milieu réactionnel un acide. Alors, un acide un petit peu particulier, c'est le malonate de diéthyle. On pourra revenir dessus si vous voulez. On fait l'électrolyse, on enregistre le diagramme intensité en fonction du temps et on constate au bout d'un moment qu'il n'y a plus que les électrons résiduels qui passent dans le milieu réactionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrête l'électrolyse, on enregistre de nouveau un voltammogramme cyclique et on voit que la vague de réduction a complètement disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on a obtenu le produit que l'on souhaite, ou tout au moins le produit de réduction. Donc après, moi, chimiste organicien, je vais pouvoir faire mon travail, extraire la molécule d'intérêt, faire la RMN et constater que ce n'est pas du tout ce que je voulais former qui a été obtenu, mais c'est un autre produit particulièrement intéressant, c'est l'allyle phosphonate. Non seulement c'est l'allyle phosphonate, mais si vous regardez, vous constatez que le groupement protecteur sur l'atome d'azote, au passage, il a disparu. Alors, l'énorme avantage de l'électrochimie, c'est quoi? C'est que grâce à la loi de Faraday, on peut revenir au nombre d'électrons qui ont été échangés au cours de la réaction. Et donc, on peut proposer un mécanisme réactionnel qui rationalise le résultat que l'on a observé. Et dans une étape de réduction comme ça, on a une séquence électron-proton, électron-proton. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on avait besoin d'un acide. L'acide, c'est lui, le malonate de diéthyle. Voilà pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 4 électrons? Tout simplement parce qu'on perd un groupement protecteur ici, le tosyle, qui va devoir se décomposer, et donc il va être décomposé par l'action d'un électron. Et les autres électrons, l'utilisation des autres électrons se justifie particulièrement bien. Alors, une fois qu'on est là, évidemment, on se dit, est-ce que je ne serais pas capable de diversifier ça? Parce qu'on a quand même une méthode qui semble être générale pour préparer des allyles phosphonates. Je vous l'accorde, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire, mais il faut quand même qu'on explore un petit peu cette réaction qui est nouvelle. Alors, on a regardé, ça marche avec de nombreux substituants que l'on peut mettre sur la laine, que l'on peut mettre sur la fonction phosphonate, sans problème, on peut réduire nos composés avec des rendements qui sont, bon, je vous l'accorde, pas toujours très bons, mais dans cette chimie des aminophosphonates, avoir un rendement de 70% ou 60%, voire même 40%, ce n'est pas si mal que ça pour ces composés-là. Et puis on continue, on se dit, mais finalement, cet atome d'azote et ce groupement tosyle qui est parti sur l'atome d'azote, c'est un peu dommage d'avoir mis un groupement protecteur et de le faire partir à cet endroit-là. Et en fait, si on commence à avoir d'autres groupements protecteurs, tels que
un groupement BOC qui est couramment utilisé dans la chimie des aminoacides pour faire des couplages peptidiques, ou même encore un phosphoramidate, eh bien là, on voit qu'on n'a plus le départ du groupement électroattracteur. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va mettre moins d'électrons, puisqu'on n'a plus besoin de 4 électrons pour faire la réduction, mais on a besoin de 2 électrons. Et puis si on va encore plus loin, on a un résultat qui est particulièrement surprenant, mais qui est vraiment la preuve de concept que tout ce qu'on a réfléchi en amont était bien pensé. Lorsque l'on utilise une fonction amide pour protéger l'atome d'azote, eh bien, on constate que l'on a formé non plus un allyl phosphonate par réduction électrochimique, mais un vinylphosphonate. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on a obtenu le même type de réduction que précédemment, on a exactement le même mécanisme, mais au cours de ce mécanisme, il y a une étape supplémentaire d'isomérisation qui est très probablement due à ce groupement électroattracteur et à la puissance plus ou moins grande de ce groupement électroattracteur qui permet une isomérisation. Et en plus, ça ne donne qu'un seul stéréoisomère. Alors finalement, en conclusion, qu'est-ce que je vous montre? Eh bien ici, on a juste évoqué un point qui est important, c'est qu'on peut réduire chimiosélectivement, donc ça c'est le premier aspect de la sélectivité sur cette chimie-là, on peut réduire chimiosélectivement une seule des 2 doubles liaisons de ce motif alène, soit la double liaison qui est attachée à l'atome d'azote et à l'atome de phosphore, soit la double liaison qui est la plus éloignée. Et on formera des vinyles ou des allyles phosphonates. Et puis, il y a un autre aspect que l'on a vu et tout à fait par hasard, finalement, qui est un aspect de stéréosélectivité, parce que le même substrat, on peut le réduire dans 2 conditions différentes. Et là, on revient à la chimie des alcynes, réduction chimique versus réduction catalytique. Et bien là, c'est exactement la même chose, réduction catalytique versus réduction chimique. On obtient le même substrat, le vinylphosphonate, mais dans un cas, on peut obtenir un stéréoisomère et dans l'autre cas, on peut obtenir l'autre stéréoisomère. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie du projet, fonctionnaliser ces vinylphosphonates pour obtenir des molécules d'intérêt biologique. Et puis enfin, j'aimerais finir par remercier les personnes très importantes qui ont contribué à ce projet. Donc, les 3 étudiants qui sont mentionnés ici, Philippe Gomez, Pauline Adler et Vincent Pérez, qui sont les 3 étudiants qui ont développé toute la chimie des aminophosphonates que maintenant on réalise au laboratoire. Alors, j'ai présenté qu'une petite partie de leur travail. Antoine Fadel, qui a été mon collaborateur pendant de très nombreuses années. Pedro de Oliveira, qui est la personne qui est extrêmement compétente en électrochimie. Moi, j'y connaissais absolument rien quand on a commencé ce projet-là et j'ai pu lui poser toutes les questions, même les plus bêtes, sur l'électrochimie. Il a été très ouvert et il nous a permis justement de développer toute cette partie-là, donc qui est l'association entre un organicien et un électrochimiste. Et puis, l'Université Paris-Saclay et, enfin, ex-Université Paris-Sud et le CNRS pour leur support financier. Et il me reste à vous remercier, vous, pour votre attention. Merci beaucoup pour le respect du timing. Est-ce qu'il y a des questions et pour la super présentation de quelque chose qui paraissait compliqué et tout est clair au fur et à mesure. Donc, vraiment, bel effort et je remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y a que des remerciements. Moi, j'avais une question sur que tu as mentionné en conclusion sur l'interaction chimiste et électrochimiste. Et ma première question, elle était sur pourquoi ça ne marche pas sur la méthode classique sodium dans le NH3. Tu as dit que c'était devenu tout noir, mais Ouais. il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien qui se passe ou ça va trop loin ou Non, ça va. En fait, ça devient tout noir et on perd complètement le composé de départ. On sent qu'il y a beaucoup de choses. On a des substrats qui sont assez réactifs finalement et qui, dans ces conditions-là, vont vraiment tout détruire. En fait, l'énorme avantage, moi c'est comme ça que je le vois, l'énorme avantage de l'électrochimie, c'est qu'on va délivrer des électrons au fur et à mesure. Sodium, ammoniac liquide, j'ai l'impression que ça va très vite et il se forme une multitude de composés organophosphorés à la fin. Et on a peut-être qu'on a le produit attendu, hein, mais on en a 3 pouillèmes. Okay. Et il y a une autre question sur l'amont. Comment on génère la laine au départ en fait? Alors, la laine, en fait, il génère en 3 étapes. D'abord, je ne sais pas si je peux montrer. Donc, je suis désolé, je vais faire la partie un peu geek et vous montrer comment on fait la synthèse des alènes. Voilà, donc la synthèse des alènes, c'est une séquence relativement en 5 étapes, 4 ou 5 étapes.
Ça va dépendre de trois ou cinq étapes. Ça va dépendre de ce qu'on souhaite faire. En fait, on active un alcool propargylique. On brome la position alcyne vraie. Et puis, on fait un couplage cuprocatalysé, donc qui est classique. Dans cette chimie-là, c'est vraiment un couplage assez classique pour former donc un inamido-alcool. Et on utilise une réaction clé de réarrangement sigmatropique. Alors, c'est vrai que ça a l'air, quand je l'explique comme ça, je me doute bien que pour le public qui n'aime pas la chimie organique et qui a peur, ça a l'air très compliqué. Ça, en fait, on le fait faire à des stagiaires. C'est relativement simple. À l'heure où je vous parle, j'ai 6 grammes qui sont en train de se faire au laboratoire. Je vais en avoir, alors là, sur le substrat qui est en train de se faire au laboratoire, j'en ai pour 10 jours de réaction. Là-dessus, c'est quelque chose que l'on fait en 2 jours. On remonte des grammes et des grammes de composés. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment pas de difficulté particulière à faire cette synthèse-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense. Ouais. Et une autre question aussi sur est-ce que ce genre d'informations, tu arrives à le mettre à le partager avec des élèves dans un enseignement ou est-ce que c'est juste dans l'interaction avec les stagiaires que tu reçois, mais est-ce que tu arrives à Non. illustrer? Alors moi, en fait, j'ai eu la chance quand j'étais étudiant, mon futur directeur de thèse, c'est peut-être d'ailleurs comme ça que je l'ai choisi, dès qu'il nous montrait quelque chose en enseignement, dès qu'il nous montrait une réaction, il disait toujours, tiens, au laboratoire, on fait cette réaction-là. Et donc, j'essaye de le faire à chaque fois. C'est-à-dire que dès que je présente une réaction, je dis, bah, tiens, au laboratoire, par exemple, on fait ça. Et donc, je dessine des alènes. Alors, en plus, je leur dis à chaque fois, surtout, vous écrivez pas ce que je vous raconte parce que c'est juste en aparté. Et je sais que quand je dis surtout, vous écrivez pas ce que je vous raconte, c'est le moment Ils où ils écrivent. vont écrire, prendre beaucoup d'attention à écouter ce que je raconte. Donc, je le sais, mais voilà, j'essaye de leur montrer aussi les problèmes auxquels on est confronté au laboratoire. Souvent, quand on dessine des alènes, les gens ont peur de ça, se disent, oh là là, un alène, ça va être super réactif. Il se trouve que les nôtres, ils ne le sont pas tant que ça parce qu'on a une fonction phosphonate qui tire d'un côté, on a un atome d'azote qui donne un petit peu de l'autre côté. Ça donne des molécules qui sont particulièrement stables. Donc, on peut jouer avec, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, j'essaye, dès que je fais quelque chose en enseignement, j'essaye justement de leur montrer la chimie qu'on fait au laboratoire. Et enfin, une dernière question, je pense, sur oui, y a-t-il des inconvénients à l'utilisation de l'électrochimie? Enfin, quels sont les freins, Le les- matériel. Le matériel et la compétence de l'électrochimie, c'est-à-dire que nous, effectivement, donc je dis le matériel parce que ici, l'appareil de Baran, c'est quelque chose qui vaut au tout début, quand ils ont essayé de le mettre sur le marché, enfin, quand ils l'ont mis sur le marché au tout début, ils le mettaient à 3 000 euros. Alors, je ne sais plus si c'est hors taxe ou TTC. Peut-être que le prix catalogue maintenant est à 4 000. Bon, ça reste raisonnable pour ce genre d'appareil-là. Maintenant, je me doute bien que tout le monde ne peut pas avoir accès à ça au laboratoire. Donc, il faut vraiment avoir accès au matériel et le montage à 3 électrodes. Derrière, je ne le monte pas, je monte juste le montage à 3 électrodes. Mais derrière, il y a un potentiostat et ça, c'est un appareillage qui est largement plus coûteux. Donc, il faut avoir une collaboration avec un collègue. Et l'avantage, c'est d'avoir quelqu'un qui est compétent dans le domaine et qui va pouvoir nous dire, non, là, tu vois, moi, je mettrais plus ça comme paramètre pour faire évoluer la réaction dans le sens qui nous intéresse. Donc là, on est vraiment dans la collaboration. Donc ça peut être le frein, le fait de se retrouver tout seul face à sa réaction en se disant, j'ai des envies, je veux faire quelque chose, par où est-ce que je démarre? Et c'est là où l'intérêt de l'appareil développé par ICA, il est important parce que cet appareil-là va pouvoir proposer des conditions, un point de départ. Et moi, je pense quand même, après, c'est mon expérience personnelle parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'utilisent que ça d'ailleurs, qui utilisent juste l'appareil de Baran et ça marche vraiment très, très bien. Moi, je préfère vraiment avoir une discussion avec le collègue et qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce qu'on peut rationaliser les résultats aussi.